Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue auditrices et auditeurs de Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière de AQDR Québec, l'Association des droits des retraités. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur une histoire oubliée. Montmills, c'est un endroit évocateur au passé riche et mystérieux. Des événements historiques, industriels, récréatifs et familiaux y sont déroulés, et ce, sur une période de 1759 à 2019. De nombreux visiteurs qui fréquentent le centre de plein air de Beauport, connu également sous le nom de Camping Villeneuve, font la découverte en parcourant les divers sentiers de vestiges étranges sans connaître leur origine et leur civilisation. Mes invités sont Gisèle Hintz et André Grenier. Gisèle et André sont des résidents de Beauport, mariés depuis 62 ans, parents de 5 enfants, grands-parents de 11 petits-enfants et arrière-grands-parents de 8 petits-enfants. Depuis plus de 50 ans, ils militent très attentivement auprès d'organismes paroissiaux, communautaires et culturels. Gisèle est retraitée d'une carrière d'infirmière et André a été administrateur au service des commissions scolaires. Le bénévolat de Gisèle a été reconnu de belle façon en 2013, alors qu'imaginez qu'elle a reçu. Elle s'est vue décerner la médaille de l'Assemblée nationale. De plus, son amoureux de l'histoire, ce sont des amoureux de l'histoire de ce coin de pays qui les a amenés après 4 ans de recherche, le 9 septembre 23, à publier un livre qui a pour titre « Histoire oubliée, les secrets de Montmills ». Et j'ai donc le plaisir de vous présenter Gisèle et André afin de découvrir avec eux une partie de ces secrets. Alors Gisèle et André, bonjour et bienvenue d'accepter cette invitation. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter votre livre « Montmills » ? André. C'est un bouquin, comme tu l'as dit Pierre, qui a abouti à 4 ans de recherche et de contact, d'entrevues avec des personnes qui ont vécu à cet endroit-là. Et puis, ce livre-là couvre 4 périodes, comme on l'a dit. Une période militaire, ça s'appelait Le Camp, de 1759, parce qu'à cet endroit-là, il y a eu aussi des activités relatives à la tentative de Wolfe de prendre Québec. Ça, la majorité du monde ne savent pas ça. Nous autres aussi, on l'ignorait. Il y a une première période de villégiature en 1903. Ensuite, une période industrielle qui va de 1909 à 1947. Et une deuxième période familiale et récréative de 1947 à 2019. Dans ce livre-là aussi, on fait un clin d'œil à la famille Grenier, famille de bâtisseurs. 2 entreprises majeures qui ont eu leurs activités dans le Grand Beauport, ça a fait employer beaucoup de personnes qui demeuraient aux alentours. Le livre contient 173 pages et plus de 200 photos, beaucoup d'anecdotes et aussi des faits vécus à l'endroit qu'on appelle Montmills. Alors, justement, parlant de Montmills, en fait, c'est intéressant là, ce que tu nous dis, André, sur cet endroit-là. Mais peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste le mot Montmills? Ben, si tu permets, je vais ajouter. Oui. C'est le diminutif anglophone du nom de l'emplacement du moulin
à écorcer. Il y avait un moulin à écorcer en 1909. Ça s'appelait la Montmorency Lumber et qui fut en opération, ce moulin-là, de 1909 à 1947 et dont on va vous parler un peu plus tard, finalement, de cette industrie. En fait... Alors, c'est Mont-Mills, Mont pour Montmorency et Mills pour Moulin. Voilà. Bon, ben ça résume bien là, cette... André, tu peux continuer un petit peu sur l'information que tu vas nous décrire un peu ce sujet-là? C'est pourquoi on a écrit le livre. On s'est donné pour mission de relater la petite histoire de ce grand domaine qu'est Mont-Mills. On devient ainsi des passeurs. Le mot passeur, on a appris ça quand on est allé dans les provinces maritimes pour être des passeurs d'histoire, pour pas que cette partie-là de Beauport demeure dans l'oubli. Alors, on est des passeurs. Alors, on est des passeurs pour notre famille en premier lieu et pour toutes les personnes qui fréquentent le centre de plein air de Beauport. Et aussi pour tous les gens qui sont amateurs d'histoire locale. En fait, on parle de 1759. Que s'est-il passé à cet endroit-là, à ce moment-là, Gisèle? C'est en prenant connaissance des recherches de M. Michel Gaumont, qui est un éminent historien, qu'on a découvert cette page d'histoire surprenante et très importante du siège de Québec par le général Wolfe en juillet 1759. Wolfe, ayant exploré un peu les abords de la rivière Montmorency, en haut de la chute, du même nom, du côté de l'Ange-Gardien, alors aujourd'hui on appelle Bois-Châtel, il avait repéré 3 possibilités de traverser la rivière, on appelait ça par des traverses à gué. Alors, Montcalm, ayant appris ce stratagème ou encore cette façon de vouloir traverser la rivière, alors il n'a pas fait ni un ni deux, il a envoyé un contingent de près de 600 soldats, des Français, des Canadiens et aussi des Abénaquis. Alors, ils ont pratiqué, ils ont mis des espèces de palissades, en tout cas tout ça, finalement, ils ont repoussé Wolfe à 3 reprises. Finalement, alors, c'est pour ça que le siège de Québec n'a pas eu lieu par l'arrière de Beauport. Alors, plusieurs escarmouches ont eu lieu, comme j'ai dit tout à l'heure. On dit même que Wolfe avait fait savoir à Montcalm que c'était pas correct la façon de combattre, parce qu'il combattait un peu à la façon des Indiens, des Abénaquis, alors en étant de travers. En tout cas, ça fait qu'eux autres étaient habitués avec des armes en face. Alors, ils n'aimaient pas beaucoup ça, puis ils perdaient la bataille. Des soldats, bien sûr. Ben oui. Alors, finalement, mais ça, on a appris ça, comme j'ai dit tantôt, en lisant les notes de Monsieur Gaumont. Et d'ailleurs, quand on voit l'abattoir base de plein air, on voit qu'il y a un pavillon, le pavillon d'accueil, qu'on parlera un petit peu aussi plus tard, qui s'appelle Repentigny. Mais Repentigny, c'est le nom du capitaine qui a gagné. Alors, le capitaine Louis Lagardère de Repentigny. C'est le nom, c'est en son honneur, en tout cas, qu'on a nommé le pavillon. Alors ça fait partie du côté militaire de 1759. Et à ce moment-là, à quel moment remonte la période industrielle de cette partie-là? En 1909. André va être capable de vous en parler un petit peu plus, finalement, par rapport à 1909. C'est ça. Alors, en 1909, les propriétaires de la compagnie Montmorency Lumber ont engagé des bûcherons pour aller couper du bois sur la rivière Montmorency, en Sainte-Brigitte-de-Laval et plus haut dans les concessions du séminaire. Ils construisent un moulin pour écorcer le bois à l'endroit qui nous préoccupe maintenant, Mont-Mills, à côté du centre de plein air actuel. Ils ont bâti des estacades dans le milieu de la rivière pour retenir les billes de bois, les pitounes qu'on appelait dans le temps. Ils ont bâti aussi des trottoirs pour aider les draveurs à marcher sur l'amoncellement des pitounes qui descendaient par la rivière au printemps à l'occasion du dégel. Et une fois écorcées, les billes de bois étaient empilées avant d'être expédiées. Alors, il y avait un train qui venait peut-être 2 fois durant la saison estivale pour chercher le bois qui avait été empilé et écorcé, parce que l'écorce, ça ne fait pas du papier. Alors, c'est pour ça qu'ils enlevaient l'écorce. Alors, le train passait sur la rue de la Sérénité actuelle,
puis il se rendait jusqu'à la station Montmorency à Charlesbourg, près de chez Canac aujourd'hui, coin de la 41e rue et du boulevard Henri Bourassa. Par la suite, il se dirigeait vers le port de Québec et ensuite s'était embarqué à bord de bateau pour aller dans le Maine, à Remford, dans le Maine, pour fabriquer du papier. Les installations du moulin comprenaient donc plusieurs bâtiments, des maisons, une chaufferie, un tambour écorceur, une forge, une étable, une grange, une tour d'eau et d'autres bâtiments aussi. On a appris, même après avoir écrit notre livre, que un scaphandrier était sur place pour qui a été retrouvé. Qui a toujours de l'eau dans une dalle qu'on va voir plus tard qui a été construite, là. Alors, il se rendait dans l'eau pour enlever les débris qui empêchaient l'eau d'aller dans la dalle. Nous possédons aussi une carte originale de l'emplacement du moulin et de toutes ses dépendances. Ça date de 1921. Si jamais on souhaite, en tout cas, qu'il y ait des recherches archéologiques, alors avec notre carte, ça serait facile de trouver les emplacements. C'est une carte de 100 pieds au pouce. En fait, il y a eu des chalets aussi dans ce coin-là, hein, je pense. Là. Oui. Qui ont été construits. Vous avez vécu, vous avez... il y a eu une première période, comme on avait dit, en 1903. Parce qu'avant que le moulin s'installe, il y avait déjà un emplacement avec des chalets. C'était plutôt des Anglais, hein, quand il y allait M. Koenig, encore M. Evans. D'ailleurs, il y avait un club de pêche qui était là, qui s'était construit avant l'arrivée de la manufacture. Alors, les gens allaient là en villégiature et allaient quand même... Mais après, quand on parle de la deuxième période estivale, ça, c'est la période que nous, on a plus vécu, à partir de 1946. Alors, mais peut-être, si tu permets, je pourrais peut-être ajouter quelque chose d'important. Absolument. C'est qu'à suite à la construction de cette manufacture-là, qui a commencé en 1909, il y a eu, à un moment donné, à Québec, le maire Valmont-Martin. Et c'était au moment de 1925-26, où la crise, le chômage existait beaucoup à Québec. Et le maire avait promis d'amener du travail à Québec. Alors, lui, il voyait passer les billes de bois, les trains qui s'en allaient vers les États-Unis. Alors, il s'est dit, il faudrait monter un show. Alors, il est allé chercher des fonds anglophones et canadiens. Et il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la White Birch, qui était l'Anglo-Pulp. Alors, il a créé ça, il a amené un fonds. Alors, il s'est dit, ça va être parfait. On va développer à Limoilou, finalement, en 1926, l'Anglo-Pulp. Alors, il a acheté la Montmorency Lumber qui était là. Et là, c'est eux autres qui ont commencé à faire du bois pour faire du papier. Et au lieu de se rendre aux États-Unis, ça arrêtait à Limoilou. Et c'est comme ça que la White Birch a commencé, en 1926. Et ça fera 100 ans l'année prochaine. D'ailleurs, avec notre comité, qu'on parlera un petit peu encore tantôt, c'est que les gens de l'Anglo sont intéressés à participer. D'ailleurs, M. Lemoine aussi s'est montré intéressé parce que c'est quelque chose d'unique ici à Québec. Ça sera les 100 ans de cette industrie qui a commencé avec le bois de la rivière Montmorency. Très intéressant. Et puis, en fait, on pourra en apprendre davantage. André, veux-tu ajouter quelque chose? Oui. On disait tantôt que le bois est acheminé par train dans le port de Québec. Et bien, à un moment donné, l'Anglo, eux autres ont décidé, après avoir acheté le moulin, ils ont décidé de ne plus utiliser le train pour acheminer le bois à l'Anglo. Ils ont fait construire une dalle d'une longueur de plus de 2 kilomètres pour transporter les billes du moulin jusqu'au fleuve Saint-Laurent, en passant près de la 121e rue à Montmorency. La dalle passait à cheval sur la délimitation de la paroisse de Beauport dans ce temps-là et la paroisse de Courville, en droite ligne vers le fleuve, en passant vis-à-vis la 121e rue. Mais actuellement, André, il existe... quand tu parles de dalle, est-ce que tu parles d'un tuyau?
Non, une Non. dalle, c'était en bois. OK. C'était fabriqué en bois. Mais il existe toujours le tuyau qui acheminait les billes de bois à l'industrie en bas, hein? À la manufacture en bas. Là. Ça Non. a-tu rapport avec ça? Non, Ah. on n'a jamais vu ça. C'était la dalle qui se rendait jusqu'au fleuve. Puis sur le fleuve, le bois était ceinturé avec des grosses pièces de bois reliées par des chaînes. Et quand c'était plein, il y a un remorqueur qui partait de Lingelot pour venir chercher tout le bois, puis il l'amenait au moulin de Lingelot. Cette dalle-là était en opération 24 heures par jour, du début du mois de mai jusqu'au 30 novembre. En 1947, il y a eu malheureusement un incendie qui a détruit le moulin. Mais on présume qu'à ce moment-là aussi, la coupe de bois dans les terres, dans le nord, était probablement terminée. Et le flottage du bois aussi un peu partout dans les autres rivières au Québec s'est terminé dans cette période-là. Alors, c'est à la suite de ça que la dalle a été démolie. Et puis, la voie ferrée aussi a été démolie avant ça. Nous autres, quand mon père... là, on arrive à une autre question, là. En 1946, mon père a acheté un terrain qui se trouve entre le centre de plein air d'aujourd'hui et le moulin. Il y avait 2 lots privés. Le terrain que mon père a acheté, il avait 130 pieds de large et l'autre terrain voisin avait 70 pieds. Donc, entre les deux, centre de plein air et le moulin, il y avait 200 pieds qui appartenaient à des propriétaires privés. Alors, en 1946, mon père achète ce terrain-là de la veuve de M. Thomas Marcoux. Il y a une petite anecdote, c'est que à cette période-là, les madames ne pouvaient pas signer de contrat. Alors, la vente n'a pas pu se concrétiser officiellement tout de suite. Et le garçon de Mme Marcoux était pas majeur. Alors, lui non plus ne pouvait pas signer. Il faut lui attendre la majorité du garçon pour pouvoir compléter de façon officielle la vente. Mais ça n'a pas empêché mon père à ce moment-là de prendre possession quand même du terrain et de faire ouvrir un chemin pour avoir accès au lac. Et le bulldozer que mon père avait engagé, il nous a fait une descente pour avoir accès au lac en bas. Par la suite, il a fait construire un chalet qui a appelé le chalet Sérénité. Il était amateur de pêche et de chasse et à un moment donné, durant une expédition quelque part, en tout cas, il a trouvé un chalet qui s'appelait Sérénité. Alors, il a donné le même nom. C'est pour ça que le nom de la rue vient du nom du chalet que mon père avait fait construire. Nous l'avons habité, le chalet, jusqu'en 1972. Et comment se passait la vie là, dans ces chalets? Parce qu'il y en avait oui, plusieurs. Oui, il y avait plusieurs chalets qui avaient été construits même en 1907 par M. Koenig. Et M. Evans aussi avait construit en 1903 le chalet qui a servi au centre de plein air de foyer de maison d'accueil pour les campeurs. Alors, il y en avait d'autres aussi, des voisins. Et chaque été, il y a des familles qui venaient là, puis avec nous autres, on s'amusait avec ces jeunes-là, du même âge que nous. Alors, on faisait des excursions, on ramassait des insectes. Moi, j'ai bagué des oiseaux pour le Service canadien de la faune pendant une 20aine d'années. Est-ce que c'était surtout les fins de semaine que vous alliez là? Ou Non, on passait l'été là. Oui, après, tout de suite au début des vacances, maman montait à la laveuse, puis tout, machine à coudre, et puis on montait, oui, pour l'été, oui. Et puis, on est resté amis. Les excursions. Après ça, on allait se baigner nécessairement. On avait accès au lac, ça fait que pas en face de chez nous, mais avec une chaloupe, on se rendait de l'autre côté de la rivière pour se baigner. Une belle plage de sable. Mais finalement, ça a été vendu. Je pense que ça a été acheté par le gouvernement du Québec. C'est en 1967. Ouais.
Il y avait eu entre ça des transactions qui avaient eu lieu. Le propriétaire d'aujourd'hui, qui était le centre de plein air, c'était un monsieur Blair, qui était le beau-frère de monsieur Evans. Ça fait plusieurs noms à retenir. Hein. Alors, il reste qu'il était assez âgé, puis il avait dit à mon beau-père, ben si un jour vous aimez avoir le terrain, je serais intéressé, moi, à l'acheter. Alors, M. Blair dit à M. Grenier, oui, c'est correct, si vous voulez l'acheter. Alors, ils ont acheté tout ce qui est aujourd'hui la base de plein air, en 65. En 67, le gouvernement provincial, alors où ils voulaient avoir des campings un peu partout, c'était l'année de l'Expo. Ils ont voulu nationaliser. Alors, c'est ça. Alors, ils ont fait affaire avec M. Grenier. Oui. Et là, ça a été vendu. Mais entre-temps, les garçons, les frères d'André, ils avaient formé une entreprise. Compagnie. Alors, ça a été vendu avec l'entreprise Grenier. Tout ce qui était de terrain, là, quand même, aujourd'hui, qui est encore le camping Villeneuve ou encore la base de plein air. Ah, intéressant. Nous avons un extrait du document qui a servi à ce moment-là, à cette transaction-là. Ça se lit comme suit. Le 3e jour de mars 1967 comparaît devant le notaire Cyril Delage les entreprises Grenier et Fils Incorporées, s'y appelé le vendeur, et Sa Majesté la Reine Élisabeth II, représentée par le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, M. Gabriel Loubier, oui. Dûment autorisé au terme d'un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil le 1er mars 1967, ci-après appelé l'acquéreur. Alors, vous voyez que dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, les contrats de ce genre-là, là, mais ça fait un peu original. Hein? Alors là, vous sont devenus propriétaires. Et puis, c'est ça. Ils ont développé, mais nous, eux autres, ils ont développé le camping. C'est Villeneuve qui avait pris surtout comment on dit... Puis ça s'appelait Camping Villeneuve Villeneuve, parce que c'était dans la paroisse de Villeneuve. OK, d'accord. Bon, après, nous, je vais vous dire un petit peu, c'est que nos deux familles étaient des amis. Alors, on a passé l'été dans un autre chalet, un des chalets qu'il y avait sur là. Alors, on s'est connus plus amplement là. Quand on s'est mariés, on a habité le chalet de mon beau-père. Et ça jusqu'en 72, quand mon beau-père a décidé de vendre à ce moment-là, parce que là, les autres étaient rendus plus âgés. Alors, c'est comme ça que nous, on a, comme on dit, un petit peu une cassure avec le milieu. Mais les autres chalets ont été repris de gré à gré par la ville de Beauport. Et puis, si on parlait du pavillon Repentigny, de quoi s'agit-il, là? Oui, le pavillon Repentigny, c'est que le chalet qui avait été construit par M. Evans en 1903 et qui a servi d'accueil pour les personnes qui allaient pour camper, il a passé au feu en 1992 et la ville a fait reconstruire un pavillon beaucoup plus convenable. Et c'est justement ce chalet-là qui a été nommé pavillon Repentigny. OK, d'accord. C'est là depuis cette période-là. Et puis en fait, la ville de Beauport a commencé à racheter des chalets là, de gré à gré. Ouais, en 1990. Et comme c'était des chalets qui étaient bâtis sur des pilotis, ouais. Alors il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien, mais il reste l'endroit que tout le monde apprécie. Il y a plusieurs sentiers, d'ailleurs, qui sont faits. Les amateurs de ski de fond, les marcheurs, les campings. C'est très fréquenté. Hein. Et puis même l'été, il y a des marches intéressantes à faire. Oui, beaucoup. La nature est riche, hein, que ce soit au niveau des oiseaux, des petits animaux, c'est très riche au niveau de la nature. Alors, ça, on peut en connaître un peu plus à partir de votre livre qui a été écrit. Et puis, on peut se le procurer? Oui, bien chez nous, comme un peu à 55 rue de Moncel à Beauport, ou encore à la Société d'art et d'histoire à Beauport, il y en a en dépôt là-bas. Oui, bon, c'est intéressant. Puis aussi, peut-être juste le temps de vous rajouter que suite à tout ça,
Il y a des suites. Vous savez, quand on a plongé dans tout ça, il n'y avait rien qui existait comme tel décrit. Et suite à ça, ça a fait comme une bougie d'allumage. Il y a un comité qui s'est formé avec l'aide qui s'est développé. Alors, finalement, il y a des personnes, on est 8 sur le comité, et on a déposé un projet à la Ville de Québec pour la mise en valeur de ce lieu, et l'identification, les recherches archéologiques, et on a eu une réponse au début de la semaine. C'est positif et la Ville de Québec va bien. Alors, on est fiers de tout ça, de dire qu'il va y avoir des suites. Alors, c'est pas inutile. Ah bien, écoutez, c'est très intéressant. Alors, merci beaucoup, Gisèle et André, de cette information. Déjà, on en connaît un peu plus sur ce coin de pays qui est tout près de chez nous, qu'on utilise pour bien des gens, là, que ce soit l'hiver et l'été aussi. C'est très fréquenté, oui. C'est très fréquenté. Oui. Puis ça ne vous manque pas de ne plus avoir de chalet là? Non, mais on y va à l'occasion, nous autres aussi, pour constater le nombre d'emplacements. Ouais. Oui, c'est ça, le nombre d'emplacements qui sont loués à ce moment-là par les campeurs. Ouais. Et il y a une piscine aussi qui a été construite par la Ville, alors les gens peuvent s'amuser là, amplement. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Pierre. Et puis, chers auditeurs, je vous invite à la semaine prochaine, à la même heure, 11h30, mercredi, à une autre émission. Aînés, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.